Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Mardi soir, vous croisiez le fer avec Emmanuel Macron sur la question des plans sociaux. On va y revenir dans un instant parce qu'ArcelorMittal promet d'investir massivement, mais ne renonce pas à ces suppressions d'emplois. Mais d'abord, je voudrais vous faire réagir à ces chiffres du chômage. On l'a appris ce matin à 7h30, le chiffre officiel du chômage. Il est stable, quasi stable, mais en légère hausse tout de même. C'est tout de même 64 000 Français de plus qui sont au chômage. Pourquoi ça baisse pas ? Mais le problème, c'est même que ça va augmenter. Et pourquoi ça augmente ? Parce que il y a des plans de licenciement en cours, avec une accélération de ces plans de licenciement. Ça fait 1 an que la CGT alerte. Ça fait 1 an que le gouvernement est dans le déni. Et le président de la République nous a même expliqué mardi soir que les licenciements, c'était un mal nécessaire et qu'il fallait laisser les entreprises faire. C'est un énorme problème. L'État a les moyens d'agir, mais refuse d'agir pour empêcher ces licenciements. Mais agir comment ça ? Pour vous, c'est quoi ? C'est une interdiction de licenciement ? Par exemple, c'est commencer par conditionner les aides publiques parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui licencient ont bénéficié d'aides publiques et il y a une grosse partie de ces entreprises qui sont de très grosses entreprises, qui font des bénéfices et qui licencient quand même. Là, on pourrait peut-être interdire les licenciements aux entreprises qui font des bénéfices. Il y a une proposition de loi qui va être présentée au Sénat les jours à venir. Ça serait bien que le gouvernement la soutienne. Et puis, la CGT demande un moratoire sur les licenciements pour permettre aux salariés de construire des projets de reprise avec les pouvoirs publics pour garantir le maintien des capacités productives et de l'outil industriel. Mais quand on regarde dans le détail l'outil industriel dont vous parlez, cette annonce hier d'ArcelorMittal, ArcelorMittal qui depuis plusieurs semaines déjà a annoncé 636 emplois postes qui vont être supprimés, notamment à Dunkerque. Et dans le même temps, ils annoncent un investissement d'1,2 milliard d'euros pour acheter un four électrique à Dunkerque. C'est paradoxal ou est-ce que ça permet de voir venir, de s'investir tout de même dans l'avenir ? Le rapport de force paye et Arcelor est obligé de faire des annonces. Le problème, c'est que le compte n'y est pas parce que ces annonces, elles sont extrêmement conditionnées. Avec plein de conditions. Elles ne sont pas pour l'instant confirmées. Et par contre, ce qui reste confirmé, c'est les 636 licenciements. En plus, ces annonces ne sont pas du tout à la hauteur des projets précédemment prévus par ArcelorMittal, puisqu'il y a 2 fours à Dunkerque. Et là, ils nous expliquent qu'ils vont en décarboner un seul. Donc ça veut dire la fermeture de l'autre four. Et puis, dans le même temps, ArcelorMittal n'investit plus sur aucun de ces autres sites. D'ailleurs, c'est de l'argent qui était prévu pour investir sur les autres sites qui est décalé sur Dunkerque. En fait, il faut préciser effectivement qu'initialement, il y a 1 an, ArcelorMittal avait annoncé 1,8 milliard d'euros d'investissement, dont 800 millions qui en réalité venaient de l'État. Il mettait 1 milliard, l'État mettait 800 millions pour des investissements de long terme. Cet investissement-là, il a été gelé, il n'a pas véritablement été fait et désormais c'est 1,2 milliard d'euros. Est-ce que vous demandez à ce que l'État, s'il venait à aider ou à accompagner ce plan-là, ne le fasse qu'en échange de l'interdiction de ces licenciements? Tout à fait. Ça n'est pas possible de subventionner les licenciements et donc l'État doit être très ferme sur ce point et doit dire qu'il n'y aura pas d'aide publique si Arcelor maintient ces licenciements. L'État doit également annoncer d'entrée de jeu qu'il bloquera ces licenciements. Il en a les moyens puisque le plan de licenciement doit être validé par l'administration. L'administration peut le bloquer. Et puis nous continuons à penser que la meilleure solution, c'est la nationalisation d'ArcelorMittal puisque ce que Mittal continue à organiser, c'est son désengagement de France et d'Europe. Depuis que Mittal a repris Arcelor en 2006... Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on dit qu'il se désengage, mais il annonce qu'il va mettre quand même 1,2 milliard. Alors, pour l'instant, c'est seulement une annonce. Les investissements sont conditionnés à une très longue série de conditions et la confirmation, elle est renvoyée à plusieurs mois. Donc attention, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. C'est du bluff ? En tout cas, c'est le signe de la mobilisation et du rapport de force parce qu'ils sont obligés d'annoncer quelque chose. Après, chat échaudé craint l'eau froide parce que en 2008, quand Mittal a voulu fermer Gandrange, ils nous ont fait exactement la même chose avec de grandes promesses qui ont été d'ailleurs relayées par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et au final, derrière, Gandrange a fermé. Même chose après avec Florange en 2012. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Nous pensons toujours que la meilleure solution, c'est la nationalisation parce que ce qu'organise aujourd'hui Mittal, c'est son désengagement de France et d'Europe. Depuis que Mittal a repris Arcelor en 2006, ils ont fermé la moitié de leurs sites en France. On est passé de 14 sites à 7 aujourd'hui. Voilà le problème. Donc vous demandez à l'État de ne pas abonder à cet investissement de Mittal. Nous demandons à l'État de
conditionner son aide au fait que le plan de licenciement soit supprimé. Nous demandons aussi à l'État de transformer son aide en entrée au capital de façon à pouvoir peser sur les décisions stratégiques et reprendre en main la production de l'acier. C'est central et c'est stratégique pour la France et l'Europe. Sur la question de l'industrie, vous entendiez, après les annonces de Donald Trump, la demande d'Emmanuel Macron qu'il avait adressée aux entreprises et aux grands patrons français. Il leur avait demandé de geler leurs investissements aux États-Unis le temps que les négociations s'installent. Et on l'apprend hier, Sanofi annonce un investissement de 20 milliards de dollars aux États-Unis. Est-ce que vous craignez que ce soit une manière de se désengager de la France ? Oui, Sanofi le fait déjà, puisque Sanofi licencie en continu. Chaque année, il y a un plan de licenciement à Sanofi. Ils ont supprimé la moitié de leurs emplois de chercheurs en 10 ans. Et ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes pharmaceutiques organisent un chantage contre les États européens en faisant un chantage à la délocalisation de leurs activités. S'il n'y a pas de modification sur le prix des médicaments, ils veulent que la sécurité sociale leur donne plus d'argent pour les médicaments en faisant un chantage sur les gouvernements. C'est très grave. Ça ne marche pas d'ailleurs parce que les gouvernements sont plutôt sur votre position là-dessus. Éric Lombard, le ministre de l'économie, lui aussi déplore cet investissement. Écoutez. Moi, j'espère que Sanofi va encore une fois continuer à investir en France. L'ampleur des investissements aux États-Unis, c'est clair que c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. Oui, c'est sûr, mais ce que j'ai envie de dire au gouvernement, c'est qu'il faut arrêter d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Il le déplore, il fait quoi ? Sanofi bénéficie très largement des aides publiques, à commencer par le crédit impôt recherche. On a des moyens de pression sur les multinationales et on doit arrêter de leur laisser la bride sur le cou. Lorsque vous parlez d'industrie, on parle de milliards, il y a pendant ce temps-là ce que certains patrons dénoncent comme un plan social silencieux, un vaste plan social silencieux, celui de tous les commerces qui ferment en France, celui des commerçants notamment dans le textile. Alors de manière spectaculaire, on a eu la fermeture d'un certain nombre de marques françaises, mais ils disent désormais ce sont aussi tous les petits commerçants dans ce domaine-là qui sont en train de mettre la clé sous la porte, et notamment à cause de Chine, à cause de Temu, à cause de ces arrivées massives d'une consommation très peu chère qui détourne d'une consommation réelle. Comment vous agissez pour ça ? On vous entend peu là-dessus, on entend presque plus les patrons, je suis quand même frappée de ça. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que le problème en France, c'est que la consommation baisse. Pourquoi est-ce que la consommation baisse ? Parce que les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020. Donc, il faut augmenter les salaires. Et là-dessus, il n'y a toujours aucune réponse du gouvernement et du patronat. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut protéger notre pays, l'Europe, du dumping. Et donc, il y avait d'ailleurs une proposition de loi sur Chine pour renchérir et pour taxer les petits colis. Exactement. Cette proposition de loi, malheureusement, elle a été abandonnée. On peut agir pour imposer des normes minimales et empêcher le dumping social. La CGT propose de conditionner les droits de douane aux normes sociales et environnementales. C'est une façon de protéger notre économie. Les normes sociales, les normes environnementales, les normes européennes qui, à l'inverse, sont jugées trop élevées, trop exigeantes pour faire face à la concurrence. C'est ce que notamment ce cri assez symptomatique quand même de deux patrons qui habituellement sont concurrents et qui se sont mis ensemble, le patron de Renault, le patron de Stellantis, qui ont appelé l'Europe à baisser ses exigences de normes qui coûtent trop cher et qui empêchent de produire ou de vendre des voitures européennes. Comment vous réagissez à ça ? C'est une honte parce qu'ils ont une stratégie de délocalisation depuis très longtemps. L'automobile en France, depuis 10 ans, c'est 100 000 suppressions d'emplois. Si on les laisse faire, c'est 80 000 suppressions d'emplois dans les 5 ans, avec des grands groupes qui ne cherchent qu'à délocaliser pour accroître leurs marges. Et le prétexte du basculement vers le thermique, du thermique vers l'électrique, c'est seulement un prétexte. Aujourd'hui, leur seul objectif, c'est de produire pour toujours moins cher et de délocaliser les capacités de production. Donc, vous estimez aujourd'hui que leurs demandes ne sont pas justifiées ? Non, leurs demandes ne sont pas justifiées. Ce qu'il faut, c'est protéger le marché européen et donc justement accroître les normes sociales et environnementales et y conditionner les droits de douane. Mais si vous faites ça, mais que vous continuez à importer des voitures qui ne les respectent pas... C'est pour ça que je dis qu'il faut conditionner les droits de douane aux normes sociales et environnementales. Et aujourd'hui, que fait Renault, par exemple ? C'est lui qui envoie ses moteurs être produits en Chine. J'étais hier à Renault-Cléon en Seine-Maritime. Le Renault s'était engagé à
à ce que tous les moteurs électriques de la gamme soient fabriqués à Cléon, en Seine-Maritime, et les salariés viennent d'apprendre qu'une partie de ces moteurs serait envoyée au Portugal et en Chine. Mais mécaniquement, vous allez faire augmenter le prix de ces voitures. Il n'y aura plus de concurrence. Qui va les acheter ? Le problème, en fait, c'est que les constructeurs européens ont fait le choix de produire des gros véhicules chers pour avoir plus de marge. Ça, j'ai bien compris. Mais là, je tire le fil de votre scénario. Oui. Vous maintenez ces normes, ces exigences de normes très élevées. Vous augmentez les droits de douane sur les voitures qui viendraient de l'étranger. En gros, vous faites en sorte que les voitures qui viennent de Chine, etc., ne pénètrent plus sur le marché européen. Donc, certes, on n'a plus vraiment le choix, on achètera des voitures européennes, mais le prix va mécaniquement beaucoup monter. Non. C'est-à-dire qui va les acheter à la fin ? Eh bien non, en fait, la CGT a un projet de véhicule électrique populaire produit en France. Nous savons que Renault comme Stellantis pourrait produire et fabriquer en France un véhicule électrique qui serait commercialisé autour de 15 000 euros. C'est ce que Nissan fait au Japon. Et donc, ils peuvent le faire en France. Pour cela, il faut baisser les marges et puis aussi changer de gamme et produire des véhicules plus petits qui seraient moins polluants d'un point de vue environnemental. Sophie Binet, lorsque vous étiez face à Emmanuel Macron mardi soir, il a évoqué la question du financement de notre modèle social. Et il a dit qu'il y avait un vrai problème à ce que ça ne repose que sur le travail et qu'il fallait sans doute une conférence sociale sur le financement du modèle social et peut-être faire reposer ça davantage sur la consommation. Le MEDEF, par la voix de Patrick Martin, ce matin dans les colonnes du Figaro, dit qu'ils sont prêts à ouvrir une discussion. Et vous ? Ce que je constate, c'est que le gouvernement, encore une fois, cède à tous les caprices du patronat. Nous sommes très inquiets des velléités patronales et gouvernementales parce que ça s'appelle la TVA sociale ou plutôt même la TVA antisociale. Alors pour l'instant, il a pas tout à fait... Vous lui avez demandé, vous lui avez dit mais c'est de la TVA sociale, Monsieur le Président, et il a refusé le mot. Évidemment, le mot les dérange, mais en réalité, c'est ça, puisque ça veut dire que les patrons ne paieraient plus ou moins, en tout cas, la protection sociale et que ça reposerait sur la consommation. Ça s'appelle la TVA. Et donc, ça veut dire une augmentation massive des prix pour aller financer de nouveaux cadeaux pour les entreprises. Mais si vous interrogez les salariés et que vous leur dites que ça pourrait être une manière de rapprocher, en gros, le brut du net, ils vont plutôt être pour, non ? En fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a eu beaucoup de baisses de cotisations ces dernières années. Jamais les salariés ne l'ont récupéré en augmentation du salaire net. Donc, à chaque fois, ce que l'on constate, c'est que tout ça s'évapore et va nourrir les marges et les dividendes versés aux actionnaires. Donc, vous n'y croyez pas ? À cette conférence sociale sur le financement, vous n'y croyez pas ? Nous sommes très inquiets des velléités d'instaurer une forme de TVA antisociale qui ferait encore baisser le pouvoir d'achat des salariés. Je rappelle encore une fois que les salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020 et qu'il y a de très nombreux travailleurs et travailleuses qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ils évoquent éventuellement une autre piste quand il dit la consommation, que vous lui demandez TVA sociale et qui répond c'est pas de la TVA sociale. Une autre piste éventuelle serait d'augmenter non pas la TVA, mais les taxes précisément sur les importations. Ça pourrait permettre de financer notre modèle social ? Ça, c'est autre chose. Il faut l'examiner. Moi, j'ai pas assez d'éléments là pour pouvoir me positionner. Vous regrettez d'avoir voté Macron ? J'ai voté Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Et il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis pour constater le grand danger de l'extrême droite, d'un point de vue démocratique, bien sûr, mais aussi d'un point de vue social, puisque je rappelle qu'en 3 mois, Donald Trump a licencié plus de 100 000 personnes et que là, les prix sont en train d'augmenter très fortement aux États-Unis, où les travailleurs et les travailleuses vont être les premières victimes de la politique de Donald Trump. L'extrême droite est le meilleur allié des milliardaires et des grandes fortunes. C'est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses. Jean-Philippe Tanguy, que j'ai reçu le lendemain de l'émission d'Emmanuel Macron, je lui demandais si sur les retraites, il était plutôt de votre côté ou de celui d'Emmanuel Macron. Et il a répondu avec une forme d'ironie sur vous. Je voudrais que vous écoutiez. Moi, j'étais du côté des Français, contrairement à Mme Binet qui a dit j'ai voté pour vous, je comprends pas ce qui se passe. Écoutez, il y a que Mme Binet qui savait pas que M. Macron était pour la retraite à 64 ans et qu'il allait trahir et planter dans le dos. Vous dites à Sophie Binet, vous auriez dû voter pour nous ? Bien sûr que, je m'en fiche. Oui. Vous dites pas qu'il y a un décalage aussi avec votre électorat ? Quand on regarde les derniers chiffres, aux européennes de 2024, les ouvriers ont voté RN à 54%. Aux législatives de 2024, les ouvriers ont voté RN à 57%.
Le premier parti, malheureusement, des ouvriers et des employés, c'est l'abstention, parce que les politiques ne répondent plus aux aspirations du monde du travail et encore moins à celles des ouvriers et des employés. Et malgré la grande campagne de mobilisation sur les législatives, c'est toujours l'abstention qui est restée en tête. Binet, et ça, c'est très premier inquiétant. parti de ceux qui votent, c'est le RN, et massivement. Oui, parce que il y a des promesses qui ont été trahies. Il y a, par exemple, en 2012, un candidat qui nous a expliqué que son ennemi, ça serait la finance, et qui, au final, a fait des lois contre les travailleurs et les travailleuses. Et donc, c'est ça qui organise la désespérance sociale et le vote pour l'extrême droite. Mais on le voit, l'extrême droite, c'est le parti des milliardaires. En France, le Rassemblement national est soutenu et financé par les plus grandes fortunes. Et jamais il n'est présent aux côtés des travailleurs pour les défendre. Jamais à l'Assemblée nationale, il n'a voté pour l'augmentation des salaires ou pour la défense de nos services publics. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les ouvriers comprennent rien? Non, pas du tout. Ça veut dire que... Non, mais en fait, vous avez l'air de dire que de toute façon, c'est pas le parti. Bah alors pourquoi ils votent pour lui? Parce que le Rassemblement national nous ment et se fait passer pour le parti qui défendrait et que donc le peuple les ouvriers et les ouvrières. Ben, quand on ment, oui, effectivement, parfois on peut se faire avoir par des mensonges, ça c'est sûr. À 57%? 57% de ceux qui votent. 57% de ceux qui votent RN. Comment vous... Non mais pardon, c'est vrai que ça me... Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est-à-dire vous dites que vous représentez les travailleurs de ce pays, et quand vous voyez qui votent RN, comment vous le vivez, Sophie Binet? Avec une énorme inquiétude. Et le problème, c'est pas les ouvriers qui votent RN, c'est tout le monde qui vote RN. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et Emmanuel Macron, par sa politique, leur déroule le tapis rouge, puisqu'il organise la désespérance sociale en servant sur le plateau, en répondant sur le plateau à toutes les demandes des milliardaires et en fermant les services publics. Quand on ferme une usine, quand on ferme un service public, on fait élire l'extrême droite. Et c'est ça que fait Emmanuel Macron aujourd'hui et c'est pour ça que nous sommes si en colère. Est-ce que, à un moment, au-delà de l'inquiétude, il y a aussi une forme de culpabilité? Est-ce que vous vous dites, on s'est trompé, ou on n'a pas su, ou on n'a pas mené les combats qu'on aurait dû mener? La CGT est très claire sur les questions d'extrême droite. Nous avons lancé avec toutes les organisations syndicales une campagne sur les lieux de travail contre le racisme et l'antisémitisme, parce que nous sommes très inquiets de voir une augmentation, une parole raciste décomplexée sur les lieux de travail. Donc nous prenons notre part de travail et notre part de responsabilité. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas tout faire. Le problème, c'est qu'en face, il y a des gouvernements qui ne répondent pas aux exigences sociales des travailleurs et des travailleuses et qui organisent le déclassement. L'extrême droite, elle prospère sur le déclassement du travail qui ne paye plus, le déclassement de nos pays, le déclassement de nos services publics. Aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'on est un pays de rentiers. On vit mieux de sa rente, de son capital que de son travail. Et personne ne répond à ça. Sophie Binet, sur les retraites, le conclave se poursuit sans vous. Est-ce que vous regrettez de ne plus être dans les discussions? Non, parce que ce que je constate malheureusement, c'est que dans ces discussions, on ne parle plus du point central, à savoir les 64 ans. Nous sommes rentrés dans ces concertations pour abroger la réforme des retraites et pour remettre en cause ces 64 ans qui sont très violents et qui font des ravages. Et donc, nous appelons les salariés à se mobiliser le 5 juin prochain pour aller chercher l'abrogation de la réforme des retraites et défendre leurs revendications sur l'emploi, les services publics et les salaires. Il y a une autre mobilisation entre-temps qui sera celle des agriculteurs. Le patron de la FNSEA appelle à la mobilisation à nouveau des agriculteurs à partir du 26 mai. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation-là? Je ne sais pas quelles sont leurs revendications. Nous pensons que les agriculteurs doivent être mieux rémunérés pour ce qu'ils font. Par contre, nous sommes en désaccord avec la FNSEA qui défend l'agro-business et qui remet en cause les normes environnementales. Une question encore sur ce gouvernement qui pourrait à nouveau peut-être tomber. Certains commencent à agiter à nouveau l'idée de la censure. Le patronat répond ce matin par la voix de Patrick Martin du MEDEF qu'il ne souhaite pas de dissolution à nouveau, qu'il ne souhaite pas de censure à nouveau, qu'il craigne davantage l'instabilité. Et vous ? Nous, ce que nous voulons, c'est un gouvernement qui réponde aux exigences sociales. Nous voulons un gouvernement qui abroge la réforme des retraites. Nous voulons un gouvernement qui défende nos services publics, à commencer par les hôpitaux qui vont très mal. Nous voulons un gouvernement qui augmente les salaires. Ce gouvernement peut le faire, qu'il le fasse. Merci Sophie Binet d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes à la tête de la CGT. Il est 8h51 sur RMC et BFM TV.